Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première activité publique, une soirée causerie sur le thème non-violence et harmonie interculturelle, organisée conjointement par le Centre de ressources sur la non-violence, le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie et le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Alors, mon nom est Anne-Marie Claret. Je suis sur le conseil d'administration du Centre Marie-Gérin-Lajoie et c'est moi qui animerai les échanges. Et heureusement, je pourrai aussi compter sur Mégane que vous avez entendue tantôt, qui vous a donné un peu les directives. Alors, pour les aspects techniques, elle pourra m'aider. J'ai précisé tantôt qu'il s'agissait d'une première activité publique organisée par ces trois organismes. J'ai dit première parce qu'on espère bien qu'il va en avoir d'autres, qui sait peut-être une par saison, hiver, printemps, été, automne. Alors, les trois organismes co-organisateurs de cette soirée ont en commun leur préoccupation pour la non-violence. Ce n'est pas un aspect parmi d'autres de leur travail, c'est vraiment dans leur mandat, dans leur mission. Qu'il s'agisse de lutte non violente, de résistance non violente, d'éducation à la non-violence, à la paix, à la résolution des conflits, au dialogue, qu'il s'agisse de médiation, de prévention de la violence. Et c'est justement pour ça que la soirée a lieu ce soir. Parce que, comme vous le savez, les questions du vivre ensemble, de la cohabitation, de l'interculturel, du racisme, des inégalités sociales, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup discuté dans l'espace public et bien sûr, on ne peut que s'en réjouir. Alors, l'objectif de la soirée, c'est donc pas de reprendre en écho ce que d'autres organismes disent déjà très bien sur ces questions-là et de dénoncer les violences de notre société, mais aussi et surtout, comment dire, d'aborder ces questions avec une approche inspirée de la non-violence. La non-violence étant à la fois une éthique, une stratégie et une façon de vivre. Alors, qu'est-ce que la non-violence peut nous dire aujourd'hui sur ces questions? Comment aborder les enjeux de diversité et d'inclusion dans une perspective de non-violence? Alors, c'est ce que tenteront de faire ce soir nos trois panélistes des trois organismes qui organisent la soirée. Alors, je vous les présente à l'instant. Il y a Gloria Villamil du Centre Marie-Gérin-Lajoie. Oui, bonsoir. Il y a Shimbi Kachelawa du Centre de ressources sur la non-violence. Et il y a finalement Adriana Eslava du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Bonsoir, merci. Alors, je vous explique brièvement le déroulement de la soirée. C'est quand même une soirée qui va passer vite parce que on compte finir à 8h45, donc 1h15. Alors, dans un premier temps, chacune des trois panélistes va faire une présentation de 10 minutes. Je vais leur faire un petit coucou quand il va rester 10 minutes là, pour qu'ils se ramassent bien à la fin. Ensuite, il y aura une période d'échange entre les trois panélistes où ils pourront réagir sur les propos qu'ils ont entendus, à peu près 4-5 minutes chacun. Puis, les 20 dernières minutes vont être consacrées à une discussion plus large avec vous. Vous pourrez poser vos questions, soit, comme le disait Mégane, envoyer des questions dans le chat ou, si vous êtes familier avec le Zoom, trouver la petite main là, qui se lève. Alors, ça pourrait être des questions ou des compléments que vous désirez apporter. Le tout devant se dérouler à 20h, se terminer, pardon, à 20h45. Alors, on va commencer par la présentation d'Adriana du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Alors, en se basant sur la formule des 3D, diversité, discrimination et dialogue, Adriana va nous parler de son parcours personnel qui l'a mené de la Colombie au Québec en passant par la France. C'est en mettant en lumière la notion de dignité qu'elle fera un lien avec la non-violence, ce qui la conduira à évoquer quelques défis que rencontre la société québécoise en tant que société d'accueil. Adriana, la parole est à toi.
Merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, ça va être tout un défi de pouvoir vous parler de tout ça en 10 minutes. Je vais seulement vous donner au début quelques pistes de lecture concernant certains concepts et après, je vais vous donner comme un témoignage de mon parcours pour essayer de les lier à ces concepts-là. Donc, je vais commencer par la question de l'interculturalisme et aussi par les trois dimensions dont Anne-Marie a fait mention tantôt. Donc, qui nous permettent peut-être de mieux parler de ce qui est aujourd'hui la société québécoise comme société d'accueil. Donc, si on commence par l'interculturalisme, pourquoi on parle au Québec plutôt d'interculturalisme et pas de multiculturalisme? C'est parce que interculturalisme fait appel aussi à une interrelation entre les personnes. C'est un rapport qui est dynamique entre des personnes qui viennent de groupes ethniques ou des entités culturelles plutôt différentes et qui vont entre elles s'influencer. Et grâce à cette influence-là, donc il va y avoir aussi un processus d'intégration qui va être fait. C'est pour ça qu'on ne parle pas forcément de multiculturalisme, où plusieurs cultures peuvent se côtoyer sans pour autant chercher entre elles à s'influencer mutuellement. Un autre concept qui me paraît important, c'est le concept de trajectoire migratoire ou trajet migratoire. Parce que quand on parle d'interculturalisme, dans le processus de migration d'une personne, mettons dans le mien, je dois m'adapter à une multitude aussi de dimensions de la vie collective de la société d'accueil. Donc, j'ai dû les faire d'abord en France et ensuite au Québec. Je vais vous donner quelques exemples. Et donc, cette société d'accueil m'aide dans mon processus d'intégration pour que cette intégration soit harmonieuse, mais sur tous les plans. On parle ici du plan linguistique, socio-économique, personnel, familial, communautaire, etc. Donc, cette société, en principe, doit avoir la volonté aussi de me donner certains moyens qui permettent mon intégration. Et pourquoi j'aimerais aussi vous parler de cette notion des 3D? Parce que le Labri a fait des recherches sur l'interculturalisme au Québec et nous propose comme des clés de lecture avec ces trois dimensions. Donc, d'abord, on commence par la dimension qui fait appel à la diversité. Donc, cette diversité-là qui doit être reconnue comme une source d'enrichissement pour la société, qui doit être valorisée et protégée. La deuxième dimension, c'est la discrimination. C'est le fait d'accepter que peut-être dans notre société d'accueil, il y a des comportements discriminatoires envers des sociétés, des migrants, envers des personnes qui viennent de l'étranger, donc des néo-québécois, ce qu'on appelle. Et donc, il faut faire face à ces discriminations-là pour essayer de créer des rapports égalitaires, et dans notamment l'accès à certains droits et aux lois. Et à la fin, le dialogue qui est central, parce que ce dialogue-là va me permettre d'avoir une communication relationnelle qui va favoriser cette intégration-là. Et le dialogue, si on voit dans la non-violence, est un des piliers de la non-violence. Quand je me mets dans une attitude de non-violence, quand j'accepte ce principe de non-violence, qui devient pour moi une attitude permanente, donc je parle de respect en pensée, en parole, en action, de l'autre personne qui est différent, à moi, qui, dans toute sa dignité humaine, je reconnais cette différence-là. Puis, pour essayer d'aborder aussi l'autre, le dialogue est fondamental. Donc, la communication bienveillante et non-violence est fondamentale aussi dans tout ça. Donc, je ferme la parenthèse par rapport à certaines notions. Et je vais m'attarder quelques minutes sur mon parcours pour essayer de vous donner peut-être ce qui, pour moi, a été ce trajet migratoire vers la France et le Québec par la suite. Donc, étant colombienne, j'arrive en France il y a 16 ans comme une femme racisée. Donc, je suis une femme immigrante racisée. Mais j'ai des privilèges également. Donc, ces privilèges-là, il faut les reconnaître. Je suis colombienne et je suis catholique. Pourquoi je dis ça? Parce que même si on est immigrant, même si je suis une femme racisée, dans le contexte français, j'avais certains privilèges par rapport à d'autres femmes qui venaient d'autres cultures différentes. Et pourquoi je vous dis ça? Seulement pour donner un exemple, parce que pendant mes 9 ans en France, je me suis fait jamais arrêter par la police pour contrôler mes papiers.
contrairement à des collègues, hommes ou femmes, d'autres nationalités, qui de façon fréquente se faisaient arrêter pour les papiers. Donc, c'était une excuse aussi pour les aborder. Donc, j'avais aussi, même en étant femme racisée, certains privilèges. Ça, il faut l'accepter. Il y avait aussi, et ça c'est dans tous les processus migratoires, un cumul de difficultés. Donc les immigrants, quand ils arrivent dans une société d'accueil, et si cette société-là a le souci d'être inclusive, doit aussi regarder que l'étranger arrive avec d'abord un choc culturel, parce que ça change par rapport à notre culture. Les codes culturels ne sont pas les mêmes, donc il faut les aborder, il faut s'approprier de ces codes culturels, bien les connaître, les maîtriser. Il y a l'apprentissage aussi linguistique, les conditions socio-économiques des fois précaires. Donc, on a un cumul de difficultés auxquelles il faut faire face, tout en essayant de s'intégrer. Alors, qu'est-ce qui a été bénéfique dans mon parcours en France? C'est que je suis arrivée dans mon secteur, donc je venais de la coopération internationale défense des droits en Colombie, je travaillais dans ce milieu-là, et j'arrive dans le secteur communautaire, qui est pour moi à l'époque une façon de trouver un ancrage et de commencer à créer donc ce processus de communication relationnelle avec des Français et des personnes aussi d'autres nationalités qui habitent en France. Donc, c'est par le milieu de travail que je commence mon intégration. Et finalement, c'est le milieu de travail qui a facilité cette intégration-là, parce que j'arrive à créer d'abord des relations sur le plan personnel qui m'aident à créer des amitiés et également à me sentir par les valeurs qui sont portées par les organismes que j'ai pu travailler, donc une implication importante au sein de la communauté, au sein de la société française. Puis, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter à ça. Quand on parlait tantôt de cet interculturalisme, il faut aussi parler des fois d'identité. Est-ce que l'identité est figée? Est-ce que l'identité est permanente? Donc, l'identité, elle est dans une mouvance, elle évolue et elle s'est construite au quotidien. Donc, cette identité-là, quand on parle des individus, nous, en tant qu'individus, on est comme un amalgame de plusieurs parcours, expériences, traditions, etc., qui vont nourrir mon identité tout au long de ma vie. Donc, ça veut dire que j'étais imprégnée à un moment donné par cette identité française qui m'a permis de me rendre compte de fois de certains vides que j'avais par rapport à mes codes culturels colombiens et qui m'ont permis de faire en sorte de devenir un peu la personne que je suis aujourd'hui sur le plan de l'engagement social. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en Colombie, je trouve qu'on est très fiers en tant que Colombiens. On se sent vraiment, on a un sentiment d'appartenance très important à notre patrie, à notre milieu de vie, à notre région, etc. Mais je vois qu'on n'est pas aussi civique et citoyen sur certains aspects, dans le sens où, des fois, on peut être assez individualiste et le bien commun quand on parle de cette société pour tous participer au bien commun. 2 minutes. Merci. On se rend compte que des fois, on a des choses qui peuvent être retravaillées. Donc, cette implication communautaire m'a permis aussi de travailler la notion de société. Je travaille pour une société, donc je ne suis pas seulement un individu, mais un individu social, en interaction avec les autres. Et j'ai fini par le Québec pour vous dire que, en arrivant au Québec, donc il y avait d'autres défis de la société d'accueil québécoise, mais j'avais déjà une première expérience migratoire qui m'a permis aussi de peut-être faire face autrement à mes défis actuels. Ceux qui cherchent le principe de diversité, discrimination et dialogue, c'est essayer de diminuer l'écart entre les personnes natives et les personnes néo-québécoises. Donc, comment on diminue cet écart-là pour favoriser des relations harmonieuses et pour créer des espaces plus inclusifs dans la société d'accueil. Donc, pour finaliser seulement avec peut-être quelques défis, je pourrais simplement dire que il est essentiel qu'il y ait des lieux de rencontre et d'action pour faciliter le dialogue interculturel et que tant les immigrants, donc tant les néo-québécois que même aussi les Québécois de souche,
puisse participer à ces lieux de rencontre et d'engagement. Parce que ça me permet d'un côté de m'impliquer dans la vie culturelle, dans la vie politique, dans la vie démocratique, dans la vie communautaire de la société. Et c'est là où je vais commencer avec d'autres, et si je reviens à l'interculturalisme, je vais commencer avec d'autres à tisser ces liens qui vont me permettre mutuellement de m'influencer. Et c'est ce que font les organisations comme le Centre Marie-Gérard Lajoie, le Centre Ressources sur la non-violence, le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Donc, créer ces lieux de rencontre, des dialogues, où plusieurs organismes, plusieurs acteurs clés de la société québécoise peuvent se rencontrer, échanger les bonnes pratiques et puis essayer au mieux de donner des outils concrets aux citoyens et citoyennes pour faciliter ce dialogue relationnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adriana, et félicitations pour le temps. Là. Je ne sais pas si tu avais avalé une montre, là, mais c'est 10 minutes pile poil. C'est parfait. Alors maintenant, c'est au tour de Shimbi, du Centre de ressources sur la non-violence. Alors, se demandant si des regards croisés sans tabou sont possibles, Shimbi se propose de relever l'importance des non-dits dans les regards croisés des communautés. À son avis, une éducation à la non-violence doit s'intéresser à ces tabous, à ces aspects cachés des différentes revendications identitaires. C'est à cette condition que le Québec sera sur la voie de l'harmonie sociale et il compte aussi, selon le temps, faire référence au concept de désarmement culturel dans sa présentation. Shimbi, la parole est à toi. Shimbi, le micro. Il faut que tu actives ton micro. Bon, comme les autres, je vais donner quelques références culturelles pour dire que moi, je proviens de la RDC, un pays au centre de l'Afrique, à la frontière de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda. Donc, des pays secoués par la violence et où dans chaque pays, on est habitué à voir les autres venir, parfois dans des conditions de déshérité, des fois dans des conditions tout simplement paisibles. Et donc, que j'ai eu l'occasion de voir comment on traite quelqu'un qui vient d'ailleurs. Des fois, on va l'identifier par sa langue. Des fois, on va dire, s'ils sont regroupés à un endroit, on va dire à tel endroit où se trouve telle personne. On va les désigner autrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas les désigner comme on se désigne soi-même. Alors, j'ai quitté ce pays-là pour venir au Québec avec cette espèce de background. Alors, est-ce que cela me prépare à quelque chose? Ce que je peux dire brièvement, c'est que les conflits de nature culturelle auxquels j'ai eu à assister se présentent toujours comme des revendications de pouvoir, et qui dit revendication de pouvoir dit légitimité de légiférer, de dire comment notre société doit se tenir, la revendication de dire l'universel, c'est-à-dire que celui qui dit vous venez chez nous, vous devez vous comporter comme ceci, en quelque sorte il dit vous devez nous laisser, disons, la priorité lorsqu'il s'agit de définir les lois, la manière de se comporter, etc. Et du coup, je dois vous signaler donc la réserve qu'avait émise le Centre interculturel de Montréal, l'Institut interculturel de Montréal, qui était dirigé par Robert Vachon et dernièrement par Kalpanadas. Alors eux, ils disaient, attention, à l'heure où le monde et les peuples du monde se rencontrent, et où il n'appartient à aucune civilisation, religion ou personne d'établir à elle seule la nature et les voies de la croissance humaine, nous croyons que nous sommes appelés de plus en plus à chercher ensemble la voie de l'expérience humaine totale dans une sorte de fécondation mutuelle et de symbiose créatrice. Donc, vous pouvez trouver cette citation dans un texte éditorial du numéro 73 de leur revue Interculture. Et donc, pour répondre à la question que je m'étais posée, est-ce que j'étais préparé par ma situation particulière à bien m'établir au Québec? Évidemment, je répondrais un peu oui en disant, bon, je savais d'emblée en arrivant ici que, en ayant quitté mon pays,
qu'on va me désigner comme l'autre, qu'on va dire il a telle couleur de la peau, qu'on va dire mais celui qui parle avec tel accent, qu'on va dire l'Africain. Et si nous sommes regroupés en ghetto, on dira mais les gens qui sont à tel endroit, de tel ghetto, ces Africains-là, etc. J'étais préparé à tout ça. Et j'ai pensé qu'à travers moi, on verrait quelqu'un qui a l'obligation de travailler pour contribuer au progrès social. J'y étais préparé aussi dans le sens où j'avais compris très tôt qu'émigrer, c'est faire le pari de l'interculturel. Alors, on ne quitte pas chez soi en disant, mais je vais rester comme j'étais et que je ne vais pas interagir. Donc, j'étais parti avec des dispositions qui ont fait qu'en arrivant au Québec, je sois plus ou moins préparé. Sauf que, en arrivant ici, je trouve que le pluralisme est compliqué de plusieurs conflits qui sont aussi pluriels. Quels conflits? Je trouve ici le débat constitutionnel, je trouve les conflits hommes-femmes. Ce n'est pas à dire qu'en Afrique, il n'y en a pas, mais les plus marquants, si vous arrivez au Québec et que le lendemain, on vous dit qu'il y a fusillade à la Polytechnique, vous ne pensez plus les rapports de la même façon. Alors, j'ai découvert d'autres choses ici, les titillements du quotidien. Vous travaillez avec les autres, j'ai dû faire l'imprimerie un peu pour payer mes études. Toujours, les gens, la première chose qui sort de leur bouche quand ils vous parlent, c'est d'évoquer votre appartenance raciale, etc. Donc, j'y étais plus ou moins préparé. C'est avec donc ces dispositions que je découvre le Centre de ressources sur la non-violence, qui lui m'oriente directement vers la recherche sur la diversité. Et je me suis retrouvé à essayer de voir si au Québec, il y avait comme des dispositions clairement définies pour l'interculturel. Et j'ai mené des recherches depuis 2006, je crois, sur les sensibilités au Québec lorsque on avait mené la lutte contre l'abolitionnisme, donc les fugitifs esclaves aux États-Unis qui venaient au Québec, comment ils étaient accueillis. J'ai travaillé un peu sur le mouvement associatif au Québec. J'ai dû découvrir aussi les efforts qui se font dans le cadre de la solidarité avec les déshérités. Et tout ceci me renvoyait quand même à l'histoire du catholicisme au Québec et des autres organismes évidemment qui mettaient l'accent beaucoup plus sur la charité et qui considéraient que c'était la façon d'accueillir l'autre. Et quand même, quand on analyse, quand on gratte, on sent que le plus profond, c'est de dire nous sommes de culture catholique, nous avons la charité, nous nous battons pour la liberté depuis longtemps et ça c'est connu. Alors, est-ce qu'il y a du sable dans l'engrenage? C'est ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure en disant qu'il y a toujours des tabous qui sont symptomatiques de blocages que j'appelle stratégiques. Blocage prémédité avant de se rendre à la table de négociation, puisque la réalité pluraliste des temps modernes nous impose la négociation comme mode opératoire. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes ici devant une dialectique accueillant-accueilli. Face à l'accueilli, l'accueillant se présente les bras ouverts, mais il doit dissimuler une part de lui-même s'il veut survivre comme accueillant. L'accueilli, pour sa part, s'ouvre sans tout dévoiler. Il le fera peut-être une fois investi à son tour du statut d'accueillant. Alors, on voit qu'il y a ici une duplicité, mais qui peut s'expliquer. Une personne, un Canadien d'origine hongroise, avait fait un texte, je crois, très, très excitant, Rhapsodie québécoise. Et il montrait que, par exemple, quand on arrive ici au Québec, le plus important que l'homme ordinaire, l'homme de l'ordinaire, le citoyen simple, comme dirait Michelet, ce que lui va penser, c'est tout simplement qu'il dit non, 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 ça varie trop vite. Je commence à me retrouver dans un environnement qui ne me ressemble pas. Ces choses-là ne vont pas être dites. Pourquoi je dis tout ça? Parce que si ce qui est tenu comme tabou est mis au grand jour, au moment de la discussion, on sait sur quoi on va mettre le focus. Et nous, au Centre de ressources sur la non-violence, l'accent, nous le mettons essentiellement sur l'éducation
populaire. Éduquer à quoi? Éduquer sur la culture des gens. Leur dire que peut-être ce sur quoi ils mettent l'accent n'est pas nécessairement le plus important. Leur montrer que les autres cultures existent et qu'elles ont des richesses à apporter. Qu'il faut frayer un espace public pour l'interculturel. En discutant avec Norma, généralement, nous disons nos médias n'accordent pas assez de place à la culture de la paix. On parle plus des guerres, on dirait que les journaux, c'est pour nous dire qu'il y a des guerres, jamais pour nous dire qu'il y a des atouts de l'humanité pour s'assurer la paix. Alors, objectif de tout ça, d'après moi, c'est dans la mesure du possible l'harmonie sociale. Et c'est ici que j'ai envie de dire ce qui me tient le plus à cœur, si j'ai encore une minute. Il ne faut pas élever l'idée d'harmonie sociale plus haut qu'elle ne peut arriver. Il ne s'agit pas d'en faire une harmonie avec grand H, mais simplement viser à une collaboration normale. Dans la collaboration normale, il y a déjà cohabitation, ce qui est amplement significatif. Si en plus normal qui la qualifie signifie qu'on se laisse mutuellement vivre, comme dirait encore Robert Vachon. Laissons-nous mutuellement vivre. On n'arrête pas d'exprimer notre différence, mais on reste ouvert aux possibilités que l'un et l'autre s'enrichissent de différentes visions. Dans la normalité, les espaces sont partagés sans malaise profond. Évidemment, dans toute société, il y a toujours des malaises, mais comme diraient les philosophes, certaines choses doivent parfois être laissées à l'état d'aporie. Tous les gestes de notre conjoint, notre enfant, notre collègue ne cesseront jamais de nous mettre mal à l'aise, mais nous pouvons vivre dans la confiance et continuer de nous améliorer. Le travail qu'on a à faire au Centre de ressources sur la non-violence, c'est de continuer d'éduquer. Et éduquer, ça veut dire prendre les questions qui sont en jeu, les mettre sur la table, se demander vraiment ce qu'elles veulent dire et demander aux gens qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas sacrifier. Parce que des fois, quand les gens découvrent ce qu'ils ont comme ce que représente leur culture, ils trouvent qu'ils ressemblent aux autres et que finalement, il n'y a pas de grandes différences qui peuvent faire qu'on ne vive pas ensemble. Bon, je vais m'arrêter là. Les anecdotes, on y reviendra dans les questionnements. Merci beaucoup, Shimbi. Alors, vous entendrez maintenant Gloria du Centre Marie-Gérin-Lajoie, Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie. Alors, partant du constat de problèmes structuraux qui ont été accentués par la COVID, comme celui des inégalités sociales et de la discrimination, la présentation de Gloria se veut une invitation à repenser notre avenir immédiat et notre projet de société en y intégrant dans ses fondements une spiritualité de la non-violence. Une telle spiritualité pourrait notamment s'inspirer de l'héritage de Marie-Gérin-Lajoie, ce qui permettrait de donner un souffle nouveau à l'engagement social et au vivre ensemble. Gloria, la parole est à toi. Merci beaucoup, Anne-Marie. Comme mon point de départ sont mes pensées pour les personnes les plus démunies de notre société et tous les problèmes sociaux que la pandémie a révélés. Et la pandémie affecte davantage les personnes les plus vulnérables socialement. Ce sont les personnes à faible revenu. Pensons un petit moment à ceux qui sont malades, qui ne reçoivent pas d'aide. Tous ceux qui ne savent pas comment fonctionne le système de santé, qui ne connaissent pas la langue. Pensons à ceux qui doivent cesser de travailler, qui n'ont rien pour faire face à la maladie, pauvres, seuls, malades. Pensons à la catastrophe qui signifie pour nombreuses personnes la fermeture de certains services aux plus démunis, qui est la population migrante. La folie, le désespoir, l'absurde vient aussi avec la crise. Le manque de produits pour de nombreuses familles, l'augmentation des prix, la difficulté d'accès aux soins de base. Également, il y a d'autres problèmes tels que le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance qui sont formes de rejet et des problèmes qui mijotent en général dans notre société. Ce sont des problèmes qui placent chacun à sa place, qu'il soit afrodescendante, latino, etc., dans le travail de prise en charge des malades, tandis que les ouvriers agricoles étrangers continuent à faire le travail qu'ils font depuis plus de 4 décennies sans que les systèmes garantissent leurs droits.
Les pics de contagion sont de plus en plus présents dans des populations autochtones, et tout cela sans compter les événements qui exacerbent les tensions, comme les brutalités policières, les morts tragiques dans les hôpitaux ou encore les meurtres dans les rues. Tous ces problèmes font partie de ces scénarios scandaleux de violences structurelles et de violences sociales que nous vivons. Ce sont des choses qui sont très difficiles à comprendre ou à accepter, mais que nous devons combattre en essayant de survivre à une crise économique qui exacerbe de plus en plus les inégalités, pas seulement au sud, mais aussi au nord. Le néolibéralisme produit la pauvreté en concentrant la richesse et en s'accaparant les ressources naturelles qui appartenaient autrefois aux paysans et aux travailleurs. Aussi des problèmes de démocratie, de participation citoyenne, de l'état de nos systèmes de santé et en général tous les problèmes économiques. En plus, les compressions imposées au système de soins de santé nous ont rendus extrêmement vulnérables au coronavirus, ainsi que l'affaiblissement du programme d'assurance-emploi a mis en péril un grand nombre de travailleurs lorsque des emplois ont été perdus. Les récits en général qui circulent contre la COVID veulent nous voir effrayés, fragmentés, essayant de trouver des solutions individuelles à un problème qui est vraiment social. Nous savons que cela est impossible, car la base de notre survie dépend des autres et des soins que nous sommes prêts à apporter à ceux qui en ont besoin. Nous devrions voir une occasion de rejeter la manière dont nous voulons sortir de cette crise. La maladie, la mort, la crise, l'isolement et la solitude nous conduisent à réfléchir sur le sens de la vie et sur les paris, sur les nouvelles normalités que nous voulons. Mais nous devons nous rappeler que la crise, on la considère comme normale. Et je reprends les paroles de Naomi Klein dans la stratégie du choc. La normale est mortelle, est une crise énorme. Ce n'est pas un endroit où nous pouvons retourner. C'est un endroit que nous devons construire ensemble et un endroit pour lequel nous devons nous battre. Nous devons repenser notre avenir immédiat, repenser notre projet de société. Il nous faut penser notre société autrement, la mettre en rapport avec d'autres systèmes de valeurs tels que la spiritualité. Il nous faut aussi voir l'économie autrement. Nous devons réaliser une transformation massive vers une économie basée sur la protection de la vie. Une théorie économique ou une théorie structurelle qui reconnaît à la spiritualité et aux valeurs anthropologiques une importance comme source de la valeur et de la richesse. Qu'il s'agisse de l'économie ou de la politique, il n'est plus le temps de concevoir l'existence d'une doctrine politique sans son fondement spirituel. La spiritualité est le chemin. La spiritualité est ce qui guide notre vie en lui donnant du sens. L'une des maladies de notre époque, c'est cette difficulté que nous avons à trouver un sens à notre vie, étant donné que nous avons perdu beaucoup de nos repères. La spiritualité, comme la vie elle-même, c'est le fait de lutter pour la vie, de lutter pour vivre ensemble. La spiritualité, c'est se sentir ensemble, réunis dans un but commun, comme le simple fait de revendiquer le respect de la dignité humaine pour tous et toutes. La spiritualité est un élément fondamental de l'agir collectif, mais pour ça, on doit apprendre à croire les uns dans les autres et dans notre pouvoir de transformer la réalité. Même si nous avons des alternatives économiques, nous ne pouvons pas nous protéger individuellement. Cela passe d'abord par la communauté, par notre capacité à vivre ensemble, dans la confiance, dans notre monde vulnérable qui a plus que jamais besoin de retrouver ses repères. Nous voulons que la solidarité et le vivre ensemble avec nos différences deviennent des pratiques de la vie quotidienne, des principes fondamentaux pour vivre.
C'est la base de notre spiritualité où la défense de la vie doit être placée avant tout comme le centre de notre inspiration. La solidarité est un engagement envers le bien commun et s'exprime dans les institutions économiques, culturelles, sociales, politiques et religieuses qui façonnent la société. Lorsqu'il est question de réfléchir sur l'engagement, l'héritage de Marie-Gérée Lajoie demeure une source d'inspiration pour la lutte contre les inégalités sociales, pour améliorer ensemble la condition des femmes dans la société, de leur place et de leur rôle pour la justice et le développement de la post-société. Elle voulait aussi s'attaquer aux causes de la pauvreté. Particulièrement, elle était préoccupée par l'essor des jeunes filles. Marie-Gérée Lajoie voulait les amener plus loin, les former et les aider à se rendre responsables. Il s'agit de l'action sociale, de l'engagement dans les milieux. L'action sociale est donnée aux gens des outils pour qu'ils développent leur autonomie. Ce n'est pas de la charité, tout court. S'il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de paix non plus. Elle croit qu'une des causes de la pauvreté est le manque d'éducation, le manque de scolarisation. On travaille mieux la culture lorsqu'on est ensemble. Il est donc important d'encourager les potentiels des leaders cachés dans chaque groupe. Elle a évoqué les besoins d'identifier divers problèmes de violence, la violence verbale, conjugale, sociale, etc., afin de lutter avec d'autres pour la justice sociale et contre la violence, pour bâtir une société plus pacifique et paisible. Il nous faut apprendre à vivre ensemble, à connaître et comprendre mutuellement nos différences, à trouver des points communs pour célébrer notre diversité, à passer du « j'ai » ou « eux » à « nous », où notre identité personnelle devient le « je suis parce que nous sommes ». La solidarité fera de nous une société civile forte, capable de conduire notre avenir ensemble. Cela signifie une société qui assume sa capacité de création, sa capacité d'organisation, pour influencer et mener une transformation sociale avec des structures plus justes au niveau local, national et mondial. C'est la population qui peut trouver des réponses et changer les choses. Mais nous, en tant qu'acteurs et actrices du changement, nous avons un rôle éducatif dans cette société. Nos défis sont énormes. L'égalité des sexes, la reconnaissance de la dignité du travail, le respect des droits et la réconciliation avec les peuples autochtones, les soins de la terre et de l'eau, et la réduction de la pauvreté en s'y attaquant aux causes, en stimulant la création de beaux emplois, l'équité sociale, économique, et y compris les soins de santé. Nous avons des décisions à prendre. Elles marqueront l'héritage que nous allons léguer aux futures générations. Merci. Merci beaucoup, Gloria. Alors, nous passons maintenant à la deuxième partie de la soirée, c'est-à-dire celle où chacune des trois intervenants est invité à réagir aux propos des autres, à préciser peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire. Donc, une réaction pour mettre la table pour les questions. Là, j'ai vu qu'il y a certaines questions déjà qui commencent à rentrer dans le chat. Alors, il y a été question d'interculturalité, de symbiose créatrice, de spiritualité. Je suis parce que nous sommes. Comment vous aimeriez ajouter quelque chose à votre propos en faisant un lien avec ce que les autres ont dit, les deux autres ont dit? Alors, vous pouvez y aller. Qui veut se lancer pour commencer? Je peux y aller. Merci Anne-Marie. J'aimerais un peu faire le lien avec ce que Shimbi nous a apporté tantôt sur la question donc, des tabous et des fois les freins, les barrières qu'on rencontre. Je crois que toutes les organisations présentes ce soir, en plus de toutes les personnes qui sont là, qui peut-être représentent aussi des organisations
communautaire, sociale, d'engagement, de l'action sociale, ont peut-être ce souci de la sensibilisation et de déconstruire des conceptions et des préjugés dans notre société. Parce qu'on voit de plus en plus donc la montée des idéologies extrémistes, xénophobes, racistes, homophobes, de toutes sortes. Et puis que ces discours, ces comportements ont des conséquences directes sur la vie sociale et culturelle de notre société. Donc, quoi faire face à ça? Donc, je crois qu'on a un travail qui est très important et qui doit être fait et refait le temps qu'il faut, de sensibilisation et pour essayer de amener les gens tranquillement, que ce soit des Québécois, de la société native ou des néo-Québécois, à une volonté aussi de développer ce potentiel humain qu'on a. Mais sur quelle base? Donc ça, c'est comme le point que je m'aurais apporté, c'est on part de quelque chose qui est commun. Qu'est-ce qui est commun à nous tous, qu'on soit québécois, qu'on soit colombien, qu'on soit congolais, qu'on soit argentin, etc. Ce qui nous réunit aussi, c'est la base, c'est on est tous des personnes et on est tous des personnes dignes. Donc, la dignité humaine, le respect de l'autre, le respect des droits, des libertés, font en sorte aussi qu'on a un principe de base. Mais pour construire au-delà de ce principe de base des relations harmonieuses, il nous faut aussi peut-être avoir cette volonté-là de comprendre l'autre. Donc, ça me demande un exercice d'ouverture vis-à-vis de l'autre. Et j'enclenche un peu avec une question que j'ai regardée sur le chat qui disait la vulnérabilité culturelle. Qu'est-ce qui fait en sorte peut-être qu'on a ce sentiment de vulnérabilité culturelle dans une société d'accueil? Si on reste sur la base qu'une culture, une identité est figée dans le temps, qu'elle ne peut pas évoluer, donc c'est là où on a des problèmes. Et c'est là où on a des fois des comportements qui vont menacer mon identité. Mais l'identité n'est pas figée, l'identité n'est pas permanente et elle s'est construite avec les interactions sociales. Donc, je ne suis pas seulement un individu qui a des droits, mais on est aussi des individus en société, des êtres sociaux. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'interagisse. Et dans cette interaction-là, je me laisse imprégner par l'autre, j'imprègne aussi l'autre. Donc, on est dans une influence mutuelle. Donc, ça veut dire qu'on est dans un processus d'adaptation réciproque. Donc, si je comprends ça, peut-être que je ne veux pas être ciblée et puis je ne veux pas être vulnérable culturellement parce que je suis une entité culturelle qui est en évolution. Donc, ça va me permettre aussi de dire qu'aucun individu, qu'il soit québécois ou autre, n'importe de quel pays, ne peut pas être réduit à une seule appartenance. On a des appartenances plurielles, plusieurs appartenances. Et aussi, aucune culture, québécoise ou autre, ne peut être aussi réduite à une seule tradition. On a des traditions plurielles. Je prends mon exemple en tant que colombienne, en tant que française par la suite, aujourd'hui en tant que québécoise, j'ai des appartenances plurielles à ces trois lieux d'appartenance. Et en ayant une famille, j'ai un mari qui est français et j'ai deux enfants qui vont être françaises, québécoises et colombiennes et peut-être autre chose aussi par la suite. Donc, si je suis dans cette mouvance-là, peut-être que je peux pas me sentir vulnérable parce que je sais qu'il y a une interaction et qu'elle va bouger, elle va changer mon identité. Donc, voilà, j'invite surtout à que cette reconnaissance-là de l'autre et de la diversité soit accompagnée aussi d'une volonté d'ouverture pour qu'on puisse vraiment cheminer ensemble vers une identité qui va être mouvante. Merci Anne-Marie. Shimbi, Gloria, donc, on parlait d'adaptation réciproque, partir de ce qui est commun, l'ouverture. Est-ce qu'il y a des aspects? Shimbi, veux-tu commencer à parler un peu du désarmement culturel qui te tenait à cœur? Es-tu capable de faire ça de façon très synthétique? Ton micro, Shimbi, ton micro. Oui, mais en même temps, je vais essayer de revenir à la question de Normand qui se demande ce qu'il faut faire du sentiment de vulnérabilité en société d'accueil.
Je tiens à clarifier parce que probablement que les autres n'ont pas participé à ce débat que j'ai déjà eu personnellement avec Normand. C'est que Normand pense qu'effectivement, ici au Québec, on ne met pas les gens en discussion avec eux-mêmes sur leurs propres valeurs, assez pour qu'ils comprennent que être sevré de l'Église ou la laïcisation de la société ne fait pas en sorte que la société québécoise n'a plus de valeurs, n'a pas de structure, n'a pas de culture forte. Et que donc, il faut redire aux Québécois, aux Canadiens, les autres dimensions importantes de la culture, notamment la non-violence, beaucoup d'aspects contre le militarisme, etc. Ben, il pourrait préciser lui-même un jour, mais s'il a l'occasion de parler aujourd'hui, il pourrait le faire. Mais quand même, si je tiens à revenir à ça, c'est pour dire que je n'ai pas assez dit que lorsque nous parlons d'éduquer les gens à la non-violence, nous leur montrons des modèles. Hein. Au sein des ressources sur la non-violence, l'idée, c'est beaucoup plus montrer des modèles. Montrer que les personnalités qui ont marqué l'histoire n'ont pas nécessairement été agglutinées sur une appartenance. C'est des gens qui s'ouvraient. Au point que quand on parle d'éduquer à la non-violence, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire voyager les gens, même en étant ici, les faire voyager par des études, les amener peut-être à philosopher un peu sur leur identité, comme disait Adriana. C'est-à-dire que les gens se redécouvrent, qui découvrent qu'ils ne sont pas établis, qui n'ont pas une identité établie, mais qui doivent la bâtir. Il n'y a pas, disait Ernest Renan dans Qu'est-ce que la nation, il n'y a pas de pureté zoologique. Il faut que les gens redécouvrent le fait que l'histoire se bâtit, les Italiens ont un peu de français, les Français ont un peu de ceci. Le président François Mitterrand disait nous sommes peut-être un peu arabes, etc. Donc, éduquer les gens, leur redire, leur redonner une histoire, une redéfinition de l'identité, c'est quelque chose qui les aide à s'en sortir. Maintenant, pour parler du désarmement culturel dont je parlais, c'est que à l'Institut interculturel de Montréal, Centre Montchanin, ils étaient venus à cette métaphore. Ils disaient, nous nous battons toujours pour la paix, nous disons qu'il faut désarmer, c'est-à-dire déposer les armes, etc. Et nous oublions qu'il faut nous désarmer culturellement, parce que c'est le désarmement culturel qui est le seul passage obligé. Si nous faisons la guerre, c'est pour la culture. Ce sont les cultures que les gens mettent comme des éléments inconciliables qui sont à la source de la guerre. Quand les gens s'acceptent comme pouvant cohabiter, pouvant mener une cohabitation normale, comme je l'ai défini tantôt, il n'y a pas la guerre pratiquement. Donc, désarmer culturellement, c'est de dire, je peux m'instruire sur ce que fait l'autre. Je vais vous donner une petite phrase que moi j'ai trouvée tout à fait lumineuse de Robert Vachon. Alors, penser interculturelle, c'est envisager de penser la vie à la lumière et aux sagesses des différentes cultures sans qu'aucune ne domine les autres. Sans qu'aucune ne domine les autres. Nous devrions être à mesure, nous disait Vachon, de nous laisser mutuellement vivre. Et lui, parce que tout à l'heure je parlais de faire voyager les gens même sur place, il disait, mais quand j'ai découvert l'Inde, moi j'étais complètement changé, je n'étais plus le même, et j'ai compris que ce qui était intéressant, c'est de démonter tous ces monuments que nous avons élevés de la culture, qui en fait ne font que nous opposer les uns aux autres. Et quant à moi, j'ai toujours insisté beaucoup, du moins je travaille ce temps-ci, en espérant qu'un jour ça puisse aboutir dans un petit livre. Il faut que nous puissions développer des pensées de la reconstruction. C'est cela que moi j'appelle, parce que le monde, il est chambardé, les gens viennent d'ailleurs, ils nous rencontrent, nous allons ailleurs, l'économie maintenant, elle est éparpillée à travers le monde. Dans tout ça, nous sommes comme dans un pluralisme qui n'a pas de limite. Et donc, la solution finale, c'est, disons, évidemment, le mot, il peut sonner mal à certaines oreilles, disons, ce qui est indispensable, ce qui doit nous porter comme mouvement actuellement, c'est de développer des pensées de la reconstruction. Donc, les assises culturelles, que ce soit de la société d'accueil des immigrants et tout, c'est devenu fusionné
nous devons penser, nous tous, à mettre ensemble nos différences pour qu'on développe une nouvelle culture qui nous est, en fait, qui nous fait pression. Le monde nous demande aujourd'hui de bâtir un nouveau cadre de pensée. Merci, Shimbi. Gloria, tu aimerais rajouter des choses suite à l'intervention de tes deux collègues avant qu'on ouvre aux questions en général? Oui, bien sûr. Et moi, j'aimerais faire les points un peu sur ce qui a soulevé Adriana tantôt et sur l'identité. Évidemment, il y a une identité individuelle, mais aussi il y a une identité collective. Les deux sont reliés et les deux s'alimentent mutuellement. Donc, c'est-à-dire on construit aussi une identité collective. Mais pour aller dans la bonne direction de construire une société qui est basée sur des valeurs de la non-violence, la paix et la solidarité. Et il nous faut travailler beaucoup à l'aspect éducatif pour vaincre vaincre les préjugés des gens et insister surtout les points qui nous sont communs en tant que société. Et comme ça, on peut arriver à vivre ensemble dans la différence et pas parce que malgré la différence, non, et vraiment comme célébrer notre différence, célébrer notre diversité, que ça devient la richesse de la société. Et dans ça, il y avait un aspect qui avait été soulevé par Shimbi sur la vulnérabilité culturelle. Moi, je dirais un aspect qui est très important sur ce conseil-là et le fait que le pouvoir de la parole que nous avons en langue maternelle, c'est pas le même pouvoir que nous développons lorsqu'on parle une deuxième ou une troisième langue. Donc, il y a déjà en partant un aspect qui nous rend vulnérables culturellement. Et aussi, dans ce sens-là, bon, c'est ça qu'il faut faire. Il faut comprendre que nous trouvons des terrains d'attente, de s'habituer aux accents, de s'habituer que nous sommes tous différents et bien comme célébrer les bonnes couleurs que nous formons tous dans cette société. Et un point final que je voudrais soulever, c'est vraiment que ce sont ces faiblesses et au milieu de la culture et aussi les préjugés que nous avons qui peuvent mener à des positions radicales. Et c'est ça qu'il faut faire attention à la radicalisation, pas la radicalisation en tant que telle, mais celle qui mène à la violence, parce que nous sommes tous d'accord qu'on peut être radical, mais sans violence. Mais c'est ça, il y a ces dangers-là qu'on peut être dans la violence avec les positions radicales. Mais en soi-même, il faut partager et c'est l'ouverture, comme disait Adriana tantôt, qu'il faut travailler beaucoup et dans nos milieux, dans nos espaces de travail, nos organismes, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture aux autres cultures, l'ouverture envers ceux qui pensent pas comme moi, à savoir dialoguer, à savoir partager et célébrer notre diversité. Merci beaucoup, Gloria. Donc, vivre ensemble dans la différence, tout un défi, tout un programme. Moi, je pense souvent à cette phrase de Fernand Dumont, qui est un grand penseur, philosophe de la société québécoise, qui avait un jour parlé de la société pluraliste, mais il critiquait un pluralisme d'indifférence, où chacun était justement un peu dans sa réalité, indifférent à la réalité des autres. Alors, ce que j'entends dans vos trois propos, c'est
Hein, cette idée de dialogue, d'aller à la rencontre de l'autre, même si ça nous met dans une situation de vulnérabilité. Des fois, on a une vulnérabilité qui est déjà là, qui est accentuée par justement les parcours migratoires. Donc, peut-être que ça incite les personnes qui ont assisté, qui sont encore présentes avec nous, à poser quelques questions. Alors, comme le disait au début Mégane, vous pouvez poser une question soit par le chat. Je vois ici qu'il y a Audrey qui suggère fortement le livre Les identités meurtrières de Amin Malouf pour réfléchir sur la question de l'identité, effectivement. Est-ce qu'il y en a qui auraient aussi, ça peut être un commentaire, un court commentaire. Alors, vous pouvez le faire par le chat, vous pouvez lever la main, vous pouvez intervenir directement aussi. Alors, allez-y, je suis sûre que dans les personnes qui sont là, il y a une question là, qui vous brûle les lèvres, que vous n'osez pas poser, mais osez. Sinon, ben, nos trois panélistes peuvent continuer de parler, mais ce n'est pas ça l'idée. Dans l'idée de causerie, c'est aussi, hein, on parlait d'interaction, de s'ouvrir à l'autre, de vulnérabilité. Alors, mettez-vous en position de vulnérabilité en osant poser une question ou faire un commentaire. On vous accueillera avec bienveillance. Oui, Normand. Oui, Tu peux ouvrir ton micro. Oui, il est ouvert. Non, oui. Oui, il est ouvert. Oui. On t'entend très bien. Parfait. Ben, en fait, je vais partager une expérience personnelle. Mes deux parents sont d'un tout petit village en région au Québec, un village qui a très peu de contacts, jusqu'à récemment, en tout cas, qui avait très peu de contacts avec des gens qui étaient des arrivants au Québec. Et ça donne le pouls un peu de la réalité des gens du Québec lointain, très souvent, que de revenir dans ce village-là et d'échanger avec les gens. Et on sent chez ces gens-là, puis là, je l'ai mis dans une question, là, une très forte vulnérabilité, disparition de des ancrages, l'Église, affaiblissement des villages, disparition des services. Donc, il y a comme un genre de sentiment, menace à la langue, où on nomme plein de choses, et il y a comme un sentiment de réelle vulnérabilité. Et on semble s'accrocher à une valeur culturelle qui est la langue, en oubliant peut-être la richesse des traditions culturelles du Québec. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une société d'accueil où on reconnaît la valeur des assises culturelles pour permettre aux gens de s'ouvrir. C'est difficile pour des gens de s'ouvrir lorsqu'on sent que notre culture n'a pas d'assises solides. Donc, par exemple, on a des assises syndicales de défense des travailleurs, on a des assises, on a un passé de colonisé au niveau des Québécois, des histoires de solidarité, une foule de valeurs, égalité homme-femme, qui doivent être renforcées et réaffirmées pour être capable d'enclencher peut-être une ouverture plus grande. C'est ça qui explique un peu l'emprise des radios poubelles dans les régions éloignées au Québec. C'est ce sentiment de vulnérabilité qu'on exploite avec ces médias-là. J'aurais aimé voir la réaction de nos intervenants sur cette réflexion-là. Merci, Normand. Ah oui, et tu parles aussi de la peur, hein, la peur de perdre. Quand on parle de vulnérabilité, il y a plusieurs facettes, mais des fois, il faut comprendre la peur de l'autre pour comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, puis faire en sorte que finalement, il puisse diminuer sa peur. Alors, qui veut amener des éléments de réponse au questionnement de Normand, hein, qui parlait de l'importance des assises culturelles de la société d'accueil, qui fait en sorte que si, par exemple, dans une société d'accueil, si certains sentent que toutes les assises culturelles sont
sont fragilisés, bon, à ce moment-là, ça ouvre la porte à des théories comme le grand remplacement ou les radios poubelles qui vont dire c'est l'invasion, puis on va perdre, là, encore une fois, la peur de perdre plutôt que de voir ça comme une occasion d'enrichir, d'ajouter quelque chose qui n'est pas de perdre nécessairement. Adriana, tu veux réagir aux propos de Normand? Oui, je crois que peut-être on pose mal la question ou on essaye d'amener les gens à réfléchir, mais sans pour autant sans avoir les informations précises pour faire face ou les outils pour faire face à ces changements. Le Québec d'hier ou le Québec d'aujourd'hui ne sera pas le même que le Québec de demain. Et ça, il faut l'accepter. Donc, malheureusement, comme notre société puis notre vie n'est pas figée et notre culture non plus, on doit se dire que le Québec de demain va être très différent. Alors, comment il va être? Et est-ce que moi, je vais être disposée à participer à ce Québec de demain? Donc, ça, c'est la première chose qu'on devrait se poser tant comme communauté d'accueil que comme communauté de personnes immigrantes qui arrivent à cette communauté d'accueil. Et s'il y a un traitement à la base discriminatoire des populations immigrantes, donc des néo-québécois qui viennent s'installer ici, qui demandent leur nationalité, qui finalement obtiennent la nationalité. Donc, il peut y avoir aussi une remise des questions d'un sentiment d'appartenance, donc cette remise en question par rapport à la société d'accueil, parce que peut-être sur le plan du droit, on est pareil. Je suis déjà canadienne, toi aussi tu es canadien, ok, on est tous les deux sur le plan du droit égalitaire, mais sur le plan relationnel, c'est différent parce que en étant considérée comme étrangère, un cœur, même si j'ai la nationalité, ça continue à accentuer ce sentiment de remise en question, de ce sentiment d'appartenance. Donc, est-ce que les Québécois sont aujourd'hui dans une situation ou dans plutôt une disposition, une volonté d'isolement? Est-ce qu'à tout prix, il faut que je garde ma culture parce qu'elle est comme ça et puis elle a été comme ça pendant des siècles? Ou est-ce que non, j'essaie que ma culture change parce que de toute façon, c'est un brassage aussi d'immigrants qui ont créé ce Québec d'hier et d'aujourd'hui. Donc, est-ce que dans ces cas-là, plutôt, j'accepte comme Québécois et j'accepte comme néo-québécoise de participer à ce qui va devenir le Québec de demain sur d'autres bases? Parce que, oui, il peut y avoir des frontières qui sont jusqu'à hier, qui ont été valables. On peut me dire, oui, la société québécoise est comme ça, puis voici les frontières. Tu rentres pas. Mais comme dans l'identité, on ne peut pas mettre des frontières parce qu'elle s'est construite au quotidien et puis parce que j'ai plusieurs appartenances, donc il faut en sorte que je ne peux pas être figée. Dans ces cas-là, chaque individu peut dire, ah non, mais je rejette les frontières qui sont imposées à moi par la société québécoise. Je peux les déconstruire ou je peux carrément la transformer. Mais je peux faire aussi ce processus-là avec toutes les parties prenantes. Donc, je crois que c'est plutôt ça. On doit peut-être donner aux Québécois, aux personnes qui peuvent se sentir vulnérables, comme des clés de lecture, plus d'informations, de sensibilisation et d'éducation sur vers où on peut aller ensemble, parce que de toute façon, ou soit on s'isole, et dans ces cas-là, les immigrants vont aller ailleurs finalement, ou soit on fait le pari on accepte aussi l'immigration parce que, mine de rien, on a besoin aussi des immigrants pour faire marcher l'économie. On n'a pas le choix non plus. Et ce n'est pas au Québec uniquement, hein, c'est dans le monde entier. On est dans cette situation-là d'échange, d'émigration pour toutes sortes de raisons économiques, environnementales, à cause de la guerre, etc. Donc, je crois que soit on fait marche arrière, puis on s'isole, ou soit on va de l'avant, mais on va de l'avant ensemble avec cette diversité-là qui est plurielle, qui est riche et qui peut nous amener à un Québec de demain différent. Merci, Adriana. Shimbi, Gloria, sur ce propos. Et s'il y en a qui pensent à une question ou une intervention, le temps file. On finit à 8h45, mais on aura peut-être le temps pour une autre intervention. Mais en attendant qu'une autre intervention se manifeste, Shimbi, Gloria, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Normand ou commenter par Adriana? Shimbi?
Oui, je crois que j'avais déjà répondu un peu anticipativement, Oui, je mais en t'ai fait, laissé faire. hein? Oui, je t'ai laissé faire. Quand c'était l'échange, là, tu es rentré tout de suite avec une question, mais ça, c'était Oui, correct. oui, c'est ça. Bon, mais quand même, ce que je voulais peut-être ajouter, c'est que le problème avec les régions, ce n'est pas un problème grave, mais je veux dire, comment trouver un espace interculturel dans les régions? Normand qui est spécialiste, qui connaît les milieux, connaît l'aspect conservateur là de la culture là-bas, euh, il peut nous dire comment on peut créer un espace interculturel, mais moi je crois que ce sont les médias tout simplement qui auraient dû le faire, ou à moins qu'il existe des programmes gouvernementaux qui font que euh, les gens âgés dans des zones dévitalisées se trouvent face à des jeunes qui viennent de toutes les ethnies, de toutes les origines, qui viennent les assister, les accompagner dans les champs, faire des choses qu'ils font bien en ville, pour que ces gens-là découvrent que ces gens qui viennent d'ailleurs sont nos frères. Bon, je ne sais pas comment on peut penser ça dans les régions éloignées ou les autres milieux dévitalisés comme Lobinière, comme disait Normand. Bon, l'autre petit point, c'est de dire tout simplement que la raison pour laquelle moi j'ai dit que les tabous doivent être épinglés. Il faut qu'on amène les gens à parler sans tabou. Justement, quand on arrive dans ces milieux-là, qui sont des milieux des gens qui n'ont pas la finesse linguistique, tout de suite, ils disent ce qu'ils pensent, ils disent qu'ils ont peur, qu'ils voudraient qu'on les rassure et tout. Et donc, ça devient une responsabilité collective de les éduquer, de leur dire ce que ça veut dire, la diversité, quels sont les enjeux, pourquoi ils n'ont pas à avoir peur. Alors, je crains qu'on dise, mais non, mais si vous dites que les gens ne doivent pas avoir les tabous, mais ils vont insulter, ils vont dire des choses, on peut quand même mettre des limites là, à savoir que les tabous, on peut les briser, et les gens ont la liberté d'expression. Là-dessus, j'ai lu un livre très intéressant de Monique Cantos-Perber qui dit non, 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 hein, la liberté d'expression, on peut la préserver, pour autant que on ne s'entraîne pas dans l'humiliation, le, le- le- la volonté d'insulter l'autre. Donc, si je reviens un peu à la question de Normand, la question c'est de dire, mais comment on crée les espaces interculturels autrement qu'en ayant de gros programmes, peut-être gouvernementaux, je ne sais pas comment, ou que Normand, qui est parmi les grands militants, qu'il initie quelque chose, on va le suivre là-bas en Lobinière, on va être des éducateurs patentés. Euh, pour le reste, il faut briser les tabous, il faut les amener à parler, puisque parfois, ils vont dire une chose, et quand vous grattez, vous voyez qu'il n'y a rien au fond, donc c'est un problème qu'on pouvait régler très facilement. Merci, Shimbi. Gloria? Oui, je voudrais juste ajouter un point que je trouve intéressant pour ce qui est des vulnérabilités culturelles, c'est le fait que nous agissons dans des milieux, nous avons la possibilité de faire une incidence à partir des activités éducatives. Et dans ce sens-là, je voudrais remarquer l'importance ou les besoins d'insister sur des actions axé sur le partage spontané. On ne peut pas aimer l'inconnu, on ne peut pas aimer celui qu'on ne connaît pas. Donc, pour un rapprochement, ça passe pour les partages d'expériences, les partages des identités culturelles, des coutumes, des habitudes de vie, des pensées, des valeurs. En effet, c'est le partage qui va nous faire rencontrer quelles sont les valeurs qui nous unissent en tant que société pour pouvoir les renforcer. Juste ce point-là que je voulais ajouter. Merci, Gloria. Eh bien, cette belle soirée tire à sa fin. Il est déjà 20h43. On a dit que ça terminait à 9h moins quart. Alors, écoutez, je disais en ouverture que c'était la première activité organisée conjointement par le Centre de ressources sur la non-violence, par le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale et par le Centre de formation sociale Marie-Jeanne Lajoie.
je pense qu'on peut dire que c'est une belle soirée. Vous avez été quand même relativement nombreux à participer. Puis ça, c'était un des soucis, si je peux dire, qui a été le moteur de la collaboration, en se disant, ben, quand chacun fait quelque chose dans son coin, il y a 2 personnes, 3 personnes. Alors là, ben, au moins, en mutualisant nos ressources, en partageant ce qu'on a en commun, ben, ça donne des belles soirées comme ça. Et je pense qu'il va en avoir d'autres. Je suis sûre qu'il va en avoir d'autres. J'en profite aussi pour vous dire, en lien avec la thématique de ce soir, vous savez que c'est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, il y a plein d'activités un peu partout à Montréal et petite promotion, petite autopromotion, publicité pour le Centre Marie-Gérin-Lajoie. Il va y avoir une activité le 23 février sur l'Ubuntu. L'Ubuntu, une inspiration africaine pour une culture de la paix. Alors, avec Jean Kabuta, qui est un spécialiste du Kassadar. Je fais juste dire ça pour vous mettre l'eau à la bouche, mais soyez aux aguets. Il y a beaucoup aussi d'activités organisées par les maisons de la culture sur ça. Et c'est un thème très, très riche. Je pense que les 3 panélistes ont vraiment bien mis la table et il ne reste qu'à souhaiter que ça continue. Alors, vive l'interculturel, vive la non-violence et merci à tout le monde pour votre belle participation et à la prochaine.